Je me souviens très précisément du moment où j'ai cessé de croire à une réalité stable, pas à la divinité de l'empereur. Cette fois-là est restée. Elle s'est seulement épaissie, coagulée, devenue amère et nécessaire comme un poison lent. Non, ce que j'ai perdu, ce jour-là, c'est la confiance fondamentale dans le monde. La certitude que le haut reste en haut, que le temps coule dans un seul sens, que les cloisons d'un vaisseau demeurent là où on les a laissées. J'avais 22 ans, standard, tout juste sorti de la Schola Navi, avec des notes assez hautes pour éviter la sueur des cales à plasma. On m'avait donné un poste de jeune officier de navigation à bord du croiseur lunaire, devoir inexorable. 6000 ans de service dans la flotte impériale avant que mes bottes ne touchent son plancher de ferrocrète sanctifié. Je me croyais chanceux. Je pensais savoir ce que servir voulait dire. La saison des tempêtes approchait. Les astropathes chantaient faux depuis des semaines, leur transmission psalmodiée, parlant de turbulences dans le flux warp à travers 3 sous-secteurs. Nous faisions le coursier entre des mondes forges, les soutes pleines de composants de machines sanctifiées et de technoprêtres silencieux. Eux restaient sur les ponts inférieurs, à accomplir des rites de maintenance qu'il m'était interdit de voir. Routine, disait-on. Des missions qui construisent une carrière par la répétition compétente. Le capitaine Venmore était un vieux de la vieille. 50 ans de vide gravés dans les rides autour de son œil augmentique. On racontait qu'il nous avait déjà fait traverser pire que quelques perturbations atmosphériques dans l'immatérium. C'est ce que le quartier-maître répétait à voix haute pendant les distributions de rations, avec ce ton forcé qui sert à calmer les jeunes. J'aurais dû écouter les astropathes. Ils ont cessé de chanter 3 jours avant la translation. Mon poste, c'était le poste de barre auxiliaire, un cercueil de métal à 6 ponts sous la passerelle, entouré de cogitateurs ronflants et de câbles aussi gros que mon torse. En cas de destruction de la passerelle, ma petite boîte prenait le relais pour la navigation d'urgence. Les manuels ne mentaient pas. Dans ce scénario, l'espérance de vie se mesurait en secondes, pas en heures. Alors la plupart du temps, je surveillais, je croisais les données. J'attendais que quelque chose se passe mal. Le compartiment sentait l'ozone et l'air recyclé. On y maintenait une température volontairement basse pour épargner les esprits et machines pendant les calculs de translation. Je portais 3 couches de tenue réglementaire et j'avais quand même le froid dans les os au bout du quart. Nous avons atteint le point de Manderville à 04h, heure vaisseau. Je me rappelle l'horloge, parce que je venais d'avaler un recaf de synthèse. Goutte amère, chimique, encore sur la langue, lorsque les alarmes de translation ont commencé à hurler. Ce son n'avait rien à voir avec les bips propres des simulateurs. C'était plus ancien, plus profond. Un cri qui semblait venir non pas des vox, mais de la charpente du vaisseau. Mes mains ont bougé toutes seules. Protocole de pré-translation, doigts dansant sur les claviers de laiton. Mais je sentais déjà que quelque chose clochait dans la manière dont les plaques du plancher vibraient sous mes bottes magnétisées. Le chant de Geller s'est engagé avec son claquement habituel, ce bruit qu'on ressent dans les dents et dans l'oreille interne, quand la réalité se fixe autour de vous. Puis nous avons chuté. J'avais déjà traversé le warp 16 fois. Je connaissais cette sensation, le vaisseau qui force la membrane entre le réel et l'impérium. Ce moment de non-physique absolu, où l'esprit humain essaie de comprendre l'incompréhensible. On goûte les couleurs, on entend les textures, on sent son squelette chercher à se retourner à l'envers. Ça dure peut-être 3 secondes,
ou une éternité comprimée. Le temps, là-bas, n'a pas de bord. On serre les dents, on endure, et puis ça se calme. On émerge dans le cauchemar contenu de l'immatérium. Les pactes anciens, les prières et les machines bénies tiennent les démons à distance. On compte les jours jusqu'à la prochaine translation retour. Cette fois-ci, la sensation n'a pas cessé. Mes écrans affichaient une translation réussie. Chant de Gaillet à 93% d'efficacité dans les normes. Propulsion abaissée au régime de croisière Warp. Tous les chiffres disaient « Vous êtes entré proprement ». Mais la chute continuait. Elle se faisait poids. Une main invisible, immense, appuyée sur ma poitrine. Mon cœur battait de travers, trop vite, puis trop lentement, comme si la chair n'était plus d'accord avec le temps qui passait. Le Vox grésilla. Toute station, rapport de statut. La voix du maître des signaux, tendue. Pas paniqué, pas encore. Juste trop tendu pour être honnête. J'ai répondu par réflexe. Barre auxiliaire, au vert. Champ de Geller nominal. Propulsion Warp stable. Ma propre voix m'a paru étrangère. Les syllabes les semblaient arriver dans le mauvais ordre, alors que je venais de les prononcer correctement. Les autres postes ont appelé à leur tour. Une litanie de confirmation qui aurait dû rassurer. Au lieu de ça, j'ai remarqué autre chose. Les silences entre deux transmissions s'allongeaient, puis se contractaient. Un message qui aurait dû durer 30 secondes occupait 5 minutes, puis l'inverse. Le temps du Vox lui-même tirait dans tous les sens. Sur une fréquence, quelqu'un hurlait en arrière-plan. Le canal s'est coupé avant la fin du cri. Mes cogitateurs ont commencé à dérailler. Les coordonnées de navigation indiquaient que nous étions encore au point d'entrée. Et en même temps, à 17 000 années-lumière plus profondément dans l'Imperium. Les chronomètres affichaient des heures qui reculaient, puis bondissaient en avant, puis montraient des dates antérieures à la mise en cale sèche du vaisseau. J'ai lancé des diagnostics. Les Express Machines m'ont renvoyé des codes d'erreur jamais vus en formation. Des suites binaires qui formaient presque des mots. Pas en gothique. Dans quelque chose que mon cerveau arrière reconnaissait, sans pouvoir le comprendre. La température a chuté, pas doucement. Le système climatique n'a pas « tombe en panne ». Il a abandonné. Un instant j'avais froid, mais c'était supportable. L'instant d'après, je voyais mon souffle blanchir devant moi. L'humidité dans mon nez gelait à chaque inspiration. Les cogitateurs auraient dû s'arrêter pour se protéger du gel. Mais ils continuaient. Leurs écrans scintillaient, toujours pleins de données impossibles, maintenant recouverts d'un givre délicat. Le givre grandissait à l'intérieur des écrans. On nous avait formés aux pannes de système, aux dégâts catastrophiques, à une douzaine de scénarios d'urgence. Mais il n'existe aucun manuel pour ce qui se passe lorsque la réalité elle-même commence à s'effilocher. Le Vox explosa dans mon oreille. Pas un message, un hurlement, un mélange de Larsen et de vocalises organiques, comme si quelque chose avec des poumons utilisait le réseau de Vox pour crier. Je me suis arraché le casque. Le son n'a pas diminué. Il venait des murs, du plancher, de l'air. 9 secondes, disait mon chronomètre. 3 heures, disait ma peur. Ou peut-être que ça n'était jamais arrivé. Quand le hurlement cessa, j'entendis chanter, pas le chœur astropathique. Je connaissais leurs hymnes synchronisés, déjà entendus lors des rites de translation. Non, c'était une seule voix, fine, aiguë, juste derrière moi, dans un compartiment trop étroit pour contenir quelqu'un derrière ma chaise. Une voix d'enfant. Elle chantait une comptine de mon monde natal, quelques mots naïfs sur les étoiles, les vaisseaux, le retour à la maison.
Je ne me suis pas retourné. Un instinct plus vieux que la discipline, plus ancien que l'armée impériale, m'a cloué le regard sur mes écrans. Cet instinct, animal qu'avaient nos ancêtres, quand ils savaient qu'il ne fallait pas regarder dans le noir. La chanson continuait, patiente, innocente, horrible. Je sentis le goût du cuivre au fond de la gorge. Le vox se remit à crachoter, la voix du maître des signaux déformée, mais intelligible. Tout équipage ignorait tout phénomène auditif qui ne provient pas des canaux officiels. Récitez la litanie de protection et maintenez vos postes. Le chant de Geller tient. La lumière de l'empereur nous protège. Je me suis mis à réciter. Le credo appris enfant, les mots de toujours, qui jadis réchauffaient. Maintenant, il ne faisait qu'un voile mince entre ma raison et ce qu'il y avait derrière. La voix derrière moi s'est mise à harmoniser, à chanter avec moi, note pour note, même phrase, même rythme, un duo, moi et ce qu'il y avait dans mon dos. Mes écrans affichèrent une nouvelle alerte. Le chant de Geller, stable à 93%, venait de chuter à 91, une fluctuation minime, dirait un manuel, insignifiante en conditions normales. Mais nous n'étions plus dans les conditions normales. Et moi, j'avais assez de translation derrière moi pour savoir qu'en pleine tempête warp, la moindre baisse pouvait ouvrir une faille où se glisseraient des choses qui n'auraient jamais dû avoir de nom. Je fis mon rapport. La voix, étonnamment posée, malgré le chant à ma nuque, malgré le froid, malgré mon ombre qui commençait à bouger un peu trop vite sur la cloison. La réponse vint de la machine sainte en personne. Le chef ingénieur, saturé de parasites qui ressemblaient à des rires. Reçu, barre auxiliaire. Les Tech Marines signalent un stress léger sur le champ. Activation des générateurs redondants en cours. Maintenez vos protocoles. Les générateurs de secours se mirent en route. On les sent dans les os, ces choses-là. Un grondement profond transmis par toute la coque. Le bruit de l'ingénierie humaine qui tente de tenir tête à l'impossible. La lecture du chant remonta. 92%, 93%. La température se stabilisa, même si je voyais encore mon souffle. La chanson cessa. Le silence qui suivit fut pire, comme le calme d'un couloir, avant qu'un conduit à plasma ne lâche. Ce silence, épais, plein de choses qu'on ne voit pas, encore. Je consultais le chrono. 6 heures depuis la translation, ou 6 minutes. Les chiffres se dédoublaient, hésitaient, glissaient. Et dans les parois, un nouveau son commença, un tapotement, métal contre métal, régulier. Pas un grincement de structure, pas la dilatation thermique d'un vieux vaisseau. Non, un rythme, un code. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment compris que quelque chose, dehors, avait trouvé notre odeur. Je savais que le chant de Geller faiblissait, avant même que mes écrans ne l'indiquent. On ne voit pas le warp entrer. On ne l'entend pas non plus. On le ressent, comme une pression derrière les yeux, comme un frisson sous la peau, comme si la réalité retenait son souffle. À 87%, les lumières sur la mer de mon compartiment se mirent à vibrer, pas à clignoter, vibrer, comme si la lumière elle-même devenait liquide. À 85%, l'air épaissi. Respirer demandait un effort conscient, comme avaler de la boue invisible. À 83%, quelque chose commença à taper dans les parois. Tape, 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 pause, tape, 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 tape. Un rythme, pas un bruit aveugle, une structure, un message. Je tentais de ne pas entendre, mais plus j'ignorais, plus les coups cherchaient à se synchroniser avec mon pouls. Comme si quelque chose, là-dedans, apprenait ma cadence. Puis un deuxième tapotement répondit au premier. Un troisième, puis un quatrième. Bientôt, tout le flanc tribord semblait peuplé de doigts inconnus frappant le métal pour former une conversation.
Je me surpris à compter les intervalles, à reconnaître les répétitions, et une pensée me traversa. Ce n'est pas du binaire, ni du technalingua, c'est plus ancien ou plus vivant. J'arrachais mes yeux de l'écran. Trop tard, mon cerveau avait commencé à trouver un sens. La voix au dehors. Une respiration lourde passa sous la porte étanche. Puis une voix, épaisse, gorgée de quelque chose de visqueux. Junior, navigation, officier, une pause, un bruit humide. Ouvrez la cloison. Je suis... La relève. La sueur glacée me coula dans le dos. La relève? Jamais une relève n'arrive en plein affaissement du guélaire. Jamais par une seule voix, jamais en murmurant chaque syllabe comme un mot appris de travers. La chose inspira, à l'envers. Un souffle entrant là où il aurait dû expirer. Le chant faiblit. Il faut redistribuer le personnel. Les mots semblaient se déformer en sortant de sa bouche, comme si elle imitait un humain, sans tout à fait comprendre comment une gorge fonctionnait. J'approchai doucement ma main de la console. Activai le protocole 77. La cloison se verrouilla avec un sifflement hydraulique. La voix murmura « Ouvrez, nous devons compenser ». Je retins mon souffle. Le silence revint, puis des pas s'éloignèrent, trop nombreux pour appartenir à un seul corps. La température explose. Ma console clignota. L'indicateur environnemental grimpa de façon obscène. 15 degrés C, 25, 35, 45. En 30 secondes, la pièce devint un sarcophage brûlant. Le métal des parois vibrait sous la chaleur, comme si quelque chose derrière elle respirait. Mon uniforme me collait à la peau. Je haletais. La sueur m'aveuglait. 50 degrés, 55 degrés, 58 degrés. Le vox cracha, saturé. Phénomène non mécanique. Ce n'est pas l'environnement. C'est une manifestation. Manifestation. Le mot que tout marin du Warp espère ne jamais entendre. Je déchirai la fermeture de ma veste, tirai sur ma chemise. Je passai mon dernier litre d'eau sur mon visage. Il s'évapora instantanément. Puis je les vis. Les silhouettes de chaleur. Au-dessus du cogitateur, l'air ondula. Les ondulations devinrent des formes, des silhouettes humaines. Si l'on pouvait appeler humain, quelque chose qui n'avait pas de peau, ni d'os, ni de limite. Une seule d'entre elles glissa vers moi, lente, comme curieuse. Elle tendit une main, un contour brûlant, flottant, impossible à fixer du regard. Elle toucha mon front, et le monde explosa en images. Je vis le warp de l'extérieur, comme les créatures le voyaient. Un océan vivant, un fleuve de pensées mortes, des courants faits de peur, de mémoire et de faim. Je vis notre vaisseau, comme un embryon d'or enveloppé de lumière, un point de réalité fragile dans des océans de possibles. Je vis les endroits où la lumière craquait, les fissures par où elles entraient. Je vis les canonniers, mais plus dans leur corps. Je vis où ils étaient maintenant, où elle les avait emportés, hurlait sans faire de son. La silhouette retira sa main. Tout devint noir un instant, puis la chaleur diminua. 60 degrés, 50, 40. Le monde revint, ou quelque chose qui lui ressemblait. La panne derrière la panne. Le guélet bondit soudain. 78%, 86%, 91%, 93%. Un rituel tech mécanique avait réussi à repousser l'intrusion. Le capitaine hurla dans le vox. « Ne vous retournez pas, restez face à vos écrans. » Je restais immobile. Un souffle froid passa derrière ma nuque. Une présence se retira lentement, comme un animal quittant sa proie. Et lentement, le silence revint. Mais pas le silence normal. Celui-là était rempli de choses invisibles. Je restais là, les yeux fixés droit devant, incapable de bouger, incapable même de pleurer. La translation n'était pas finie, pas même proche. Nous avions survécu à une phase, il en restait d'autres, des heures, des jours, ou
pas de sortie du tout. Je compris alors une vérité horrible. Ce n'est pas nous qui traversons le warp, c'est le warp qui nous traverse. Et, pour la première fois de ma carrière, je commençais à prier sans y croire. Je croyais que le pire était passé, que la chaleur infernale, les silhouettes tremblées, la voix derrière la cloison, avaient été le sommet de la tempête. Mais dans le warp, il n'y a pas de pire. Il n'y a que des phases, des strates, des profondeurs. Et nous n'avions fait qu'effleurer la surface. Le champ de Geller se stabilisait à 93%. Un mensonge rassurant, un chiffre propre et ordonné, posé sur une réalité qui ne l'était plus. Je respirais trop vite. Ma gorge brûlait encore de la chaleur précédente. La sueur séchée formait une fine croûte salée sur ma peau. C'est alors que le mur, à ma gauche, commença à bouger, pas sous l'effet d'un choc, pas sous pression thermique. Non, il bougeait, comme un animal endormi. Le métal se soulevait, puis redescendait, comme une poitrine qui respire. Je restais parfaitement immobile, les mains crispées sur les accoudoirs de mon siège. Une respiration métallique, longue, profondément humaine, mais à travers une gorge de fer. Ce n'est pas réel, murmurai-je. Le mur inspira, et le mur exhala. La première fissure. Sur mon écran central, un texte apparut tout seul, lettre après lettre. Ne le regarde pas. Les mots se répétèrent, une deuxième ligne, puis une troisième. Le chant de Geller resta pourtant stable. 13%, 93%, 93%. Mensonge. J'aurais préféré qu'il descende brutalement, qu'il avoue la vérité au lieu de se cacher derrière un pourcentage. Le mur inspira de nouveau, plus fort. Je sentis l'air se déplacer, pousser contre ma joue. Je n'osais pas tourner la tête. Les doigts de la silhouette de chaleur avaient laissé une marque brûlante sur mon front. Comme si mon crâne n'était plus à moi. Comme si quelqu'un y avait déposé un fragment de compréhension. Et à cet instant précis, je compris, sans l'ombre d'un doute, il y avait quelque chose dans la cloison. Pas derrière, pas de l'autre côté, à l'intérieur même du métal. Un corps, ou ce qui avait été un corps. Le temps se déforme. Ma console fit un bruit sec, une alarme modifiée, altérée, tordue comme par une main étrangère. Le chronomètre affichait 17h03, 21h88, 04h11, 17h03. Les heures défilaient en boucle, comme un sphincter temporel qui s'ouvre et se referme. Et soudain, mon propre reflet apparut dans l'écran noir. Pas mon reflet actuel, pas le moi, épuisé, brûlé, traumatisé. Un moi plus jeune, 20 ans, en uniforme neuf, encore fier, encore naïf. Il me regardait à travers l'écran, une synchronisation parfaite, sauf pour les yeux. Dans l'écran, mes yeux clignaient en retard, comme si le reflet apprenait mes gestes avec un faible délai. Je reculais d'1 centimètre. Le reflet sourit. Moi, non. Je sentis mon estomac se contracter, comme si mon corps cherchait à se vider de toute substance pour fuir le moment. L'écran afficha alors une nouvelle ligne. « Retourne-toi, je ne bougeais pas. » Le mur inspira, une respiration plus profonde, comme un prédateur qui se réveille. Le contact, puis cela arriva, lentement, délibérément. Quelque chose passa à travers le métal, comme si la paroi n'était qu'une membrane, une main, ou ce qui imitait une main. Les doigts étaient trop longs, trop articulés, trop nombreux. 10, non, 12, je ne pouvais pas les compter. Mon cerveau refusait d'accepter la géométrie. La main se posa sur mon épaule, pas violente, pas brutale, curieuse, comme si elle testait ma texture, ma solidité, ma réalité. Je voulus hurler, mais ma gorge resta close, soudée par la terreur. Alors mon esprit fit la seule chose qu'il lui restait. Il dissocia, chercha à flotter hors du corps. Un murmure glissa alors dans mon oreille. Pas une voix.
un mouvement d'air chargé d'intention. « Regarde-moi. » Non, non. Je récitais la prière du Credo Navis Imperialis avec une vitesse presque comique, des mots déformés par ma panique. L'empereur est notre ancre, notre rempart, notre certitude au-delà du voile. La pression sur mon épaule disparut instantanément. Le mur cessa de respirer. Les écrans se stabilisèrent. Le chronomètre revint au présent. Geller, 94%. Comme si rien ne s'était passé, mais mon épaule brûlait. À travers le tissu trempé, je sentais des marques, des traces, comme si les doigts avaient laissé une empreinte dans la chair elle-même. L'après, je restais immobile. Le capitaine appela toutes les stations. Le Vox fonctionnait à nouveau. Des officiers répondaient, la voix tremblante. Certains pleuraient ouvertement. D'autres ne répondaient pas du tout. Ma main trembla en activant l'émetteur. Barre auxiliaire, statut vert, mensonge. J'étais brisé, fissuré, et le mur m'avait touché. Ou plutôt, s'était servi de moi pour comprendre quelque chose. Je le sentais encore. Je le sentirais encore longtemps. Le capitaine conclut. Le pire est derrière nous. Préparez-vous à la translation de sortie. L'empereur protège. Je baissai les yeux vers ma console. Les mots dans l'écran s'écrivaient encore tout seuls, lettre après lettre. Il ment. Et d'une façon terrifiante. Je savais que l'écran disait vrai. Je restais fixé sur les mots qui pulsaient encore sur l'écran, comme un battement de cœur étranger. Il ment. Il ment. Il ment. Chaque répétition résonnait dans mon crâne, avec une précision chirurgicale, comme si quelque chose, ou quelqu'un, cherchait non pas à me terroriser, mais à me préparer. Mais à quoi? Le capitaine parlait encore, distribuant des ordres, calmant les officiers, stabilisant la situation. Sa voix était solide, mesurée, presque rassurante. Pourtant l'écran continuait de contredire chaque mot qu'il prononçait. Il ne sait pas, puis il ne peut pas voir. Et enfin, toi, si. Je sentis alors quelque chose que je n'avais jamais senti durant mes années de service. Une présence qui n'était ni hostile, ni bienveillante, juste curieuse, comme un gigantesque œil attentif, prêt à observer ce que j'allais faire. Je déglutis difficilement. L'air était revenu respirable, mais il avait l'odeur du sang froid et du métal humide. Les premières anomalies. La translation de sortie était prévue dans moins d'une heure. Moins d'une heure à tenir. Moins d'une heure de lucidité à préserver. Je m'accrochais à cette idée comme on se cramponne à une rambarde au-dessus d'un vide sans fond. Mais les anomalies commencèrent immédiatement. 1. Le plancher vibra. Pas comme un moteur, pas comme une secousse, comme un ronronnement vivant. Une cadence qui imitait parfaitement mon pouls. 2. Ma respiration faisait de la buée, puis plus de buée, puis de nouveau de la buée, comme si la température oscillait entre 5 et plus 15 toutes les 2 secondes. 3. Le temps se plia. Ma montre affichait 06 14 06 13 06 13 06 13 09 42. 06 14 et j'eus un vertige violent, comme si mon cerveau tentait de m'empêcher de voir quelque chose qu'il jugeait dangereux. Le couloir. Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé vers la porte. Peut-être parce que le mur, enfin, immobile, semblait surveiller ma vision périphérique. Peut-être parce que l'air était devenu trop dense pour rester passif. La porte d'accès au couloir était fermée, verrouillée, normale. Sécurité impériale standard. Mais à travers la petite vitre blindée, les lumières du couloir se déplaçaient, pas s'éteindre, pas clignoter, se déplaçaient, comme si le tunnel entier glissait latéralement, lentement. J'approchais, irrésistiblement attiré. J'aurais dû rester en arrière, j'aurais dû réciter 3 prières, j'aurais dû fermer les yeux, mais je regardais.
et je vis la silhouette, debout, à l'autre bout du couloir, immobile, tournée vers moi, sans visage discernable, une ombre parfaitement noire, comme une absence de matière. Elle leva la main, pas un salut, pas une menace, un geste que je ne compris pas, un geste lent comme si elle dessinait quelque chose dans l'air. Je reculai d'un pas. La silhouette fit le même geste. Puis un mot apparut sur la vitre, écrit à la buée par une force invisible. « Tu te souviens maintenant ?» Je soufflai un non muet, parce que je ne savais pas, parce que je ne voulais pas savoir, parce que comprendre signifiait accepter ce qui m'était arrivé dans les premières heures du voyage. La silhouette inclina la tête. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Le retour impossible. J'activai le Vox dans un réflexe désespéré. Poste auxiliaire, demande d'évacuation immédiate, situation anormale. Fenêtre visuelle compromise, silence. Puis une voix répondit. Pas le capitaine, pas l'officier en passerelle, pas un humain. Une voix parfaitement neutre, sans tonalité, sans respiration. « Tu ne dois pas partir. » Je coupai le Vox immédiatement. Mes doigts tremblaient, tellement que je faillis briser le commutateur. L'écran s'alluma seul. N'ouvre pas la porte. Mon cœur manqua un battement, parce que quelqu'un frappait. De l'autre côté, 3 coups, lents, mesurés, délibérés. Con. Pas un appel à l'aide, pas un signal militaire, une demande d'entrée. La silhouette du couloir n'était plus derrière la vitre. Elle avait disparu. Mais les coups continuaient, et chaque impact résonnait exactement dans mon sternum, comme si la vibration traversait mon corps au lieu du métal. Con. Officier veillance, dit une autre voix sur le Vox, celle du capitaine cette fois, haletante. Ne déverrouillez pas, quoi qu'il arrive. Nous avons perdu plusieurs sections. Quelqu'un ou quelque chose imite nos voix. Je voulus répondre, mais un second canal s'activa, imitant parfaitement la voix du capitaine. « Ouvrez. C'est un ordre. Vous êtes en sécurité. Laissez-moi entrer. » La voix initiale cria. « Ne l'écoutez pas. » Les 2 voix parlèrent en même temps. Elles se superposèrent, elles s'entremêlèrent. L'une suppliait, l'autre ordonnait. L'une priait, l'autre menaçait. Je mis mes mains sur mes oreilles, mais le son venait de l'intérieur même de mon crâne. Con. Encore les coups. Puis, un chuchotement à travers la porte. « Tu sais déjà que je suis toi. » Mon sang se glaça. Le mur respire encore. Je me retournai, lentement. Le mur respirait de nouveau. Plus vite, comme s'il riait. L'écran se ralluma. Pas une phrase cette fois. Un simple mot. Maintenant. Puis le chant de Geller chuta brutalement. Thomas 14%, 87, 76, 62, 51, 34. Je hurlai. Le chant de Geller ne s'effondra pas comme un mur qui cède. Non. Il se dissolut. Comme si une pellicule protectrice se liquéfiait autour du vaisseau avant d'être avalée par quelque chose qui attendait depuis des heures, peut-être depuis des siècles, peut-être depuis toujours. L'air vibra. Un son grave, trop grave pour être humain, se propagea dans toute la pièce. Je dus m'agripper à mon panneau de contrôle pour ne pas tomber. La lumière rouge d'urgence clignota une fois, puis resta figée dans un rouge fixe, visqueux, presque organique. Et tout devint silencieux. Pas un silence rassurant, pas l'absence de bruit. Un silence actif, oppressant, qui semblait absorber mes propres battements de cœur. Un silence qui avait faim. Quand le temps se brisa, mon chronomètre explosa de lignes de code incompréhensibles. Je le vis afficher 3 heures différentes, à la même seconde. 09 13 24 77, puis plus rien. L'écran se fissura, mais pas en surface, à l'intérieur, comme si la réalité derrière le verre se déchirait. Je voulus me lever. Impossible.
Mes jambes refusèrent d'obéir, comme si elles flottaient dans un liquide épais. La voix revint. Pas dans le vox, pas dans la pièce, dans ma tête. Tu vois, enfin. Je ne répondis pas. Je savais que ce n'était pas une question. Tu comprends pourquoi nous sommes venus vers toi. Cette fois, je ressentis sa présence clairement. Elle n'était pas derrière la porte, ni dans les murs. Elle était dans le temps lui-même, dans chaque seconde imparfaite, dans chaque vibration du chant de Geller depuis le début. Et elle m'observait depuis longtemps. Le reflet, qui n'était pas un reflet. Je tournai la tête vers l'écran principal et y vis mon propre dos. Pas mon reflet, pas une caméra. Moi, assis à mon poste, exactement dans la position où je me trouvais, mais vu de derrière. Je me retournai d'un coup. Personne. L'écran, lui, continuait de montrer ma silhouette, immobile, respirant, vivante. Puis, lentement, trop lentement, le moi de l'écran tourna la tête et me regarda droit dans les yeux. Je fis un pas en arrière, heurtant le panneau de commande. Mes mains tremblaient, mon souffle se bloqua. La copie sourit. Un sourire calme, triste, presque compatissant. Puis elle prononça un seul mot, que je ne pus entendre, mais que je lus sur ses lèvres, bientôt. L'image se brouilla, et l'écran redevint noir. Le capitaine perd le contrôle. Le vox s'alluma de lui-même. À tous les postes, haleta la voix du capitaine. Le chant est instable. Rassemblement des officiers supérieurs à la passerelle. Ne vous fiez à aucun signal visuel. Je répète. La transmission se coupa. Puis une deuxième voix prit immédiatement la suite. La même voix, le même ton, mais pas la même cadence. Le capitaine est mort. Ouvrez les portes pour la relève. Puis une troisième, plus grave, presque animale. Encore le même timbre. Le capitaine ne veut plus que vous viviez. Et enfin, une quatrième, un murmure étouffé, comme si elle parlait avec une mâchoire brisée. Il est derrière vous. Je n'eus pas le courage de vérifier. La pièce commence à respirer. Les parois du poste auxiliaire se dilatèrent lentement, comme un thorax en train d'inspirer. J'entendis le métal craquer, mais pas comme un matériau qui se déforme. Non, comme une cage qui s'ouvre. La lumière rouge s'étira, comme coulante, formant des filaments le long du plafond. Une ombre s'allongea à mes pieds, mais elle ne correspondait pas à ma forme. Trop grande, trop fine, trop articulée. Je reculai, les mains plaquées contre le panneau de contrôle. Arrêtez, soufflai-je, sans même savoir à qui je m'adressais. Une présence se déploya derrière moi, chaude comme une respiration dans mon cou. Mais aucune chaleur ne provenait de l'air. C'était intérieur. Le mur s'ouvre, la paroi du fond se fissura, pas comme un blindage qui cède, comme une bouche, une ouverture organique déchirant la matière bénie du vaisseau. Derrière, rien, pas du noir, pas du vide, un espace blanc, aveuglant, un blanc vivant, vibrant, palpitant, comme si chaque atome hurlait sans son. Et j'y vis des silhouettes, pas humaines, pas démoniaques. Quelque chose entre les deux, oscillant entre états incompatibles. Elles se tordaient sans jamais bouger. Une d'entre elles s'avança. Elle avait ma forme, pas mon visage. Ma forme, comme si quelqu'un avait construit un humain à partir de souvenirs effacés. Je voulus hurler. Aucun son ne sortit. La silhouette m'imita, même souffle coupé, même tremblement des mains. Puis elle avança encore, et je compris. Elle ne marchait pas. Elle remplissait l'espace, réécrivant chaque centimètre entre nous, comme si elle se téléportait sans bouger. Elle posa une main sur le bord de l'ouverture, et tout autour d'elle, le blanc devint rouge. Le dernier avertissement, l'écran principal, se ralluma d'un coup. En lettres géantes, crispées, vibrantes,
ne le laisse pas entrer. Puis une seconde ligne, ne sors pas non plus. Puis une troisième. Le prochain choix te marquera à jamais. Je restais là, paralysé, entre la porte derrière moi, où quelque chose grattait encore faiblement, et la paroi vivante qui m'offrait une version impossible de moi-même. Puis, la silhouette entr'ouvrit sa bouche, une bouche qui n'avait pas été là une seconde plus tôt, et elle prononça, avec exactement ma voix, mais plus âgée. Tu sais comment cela finit. Je tombais à genoux, parce qu'elle disait la vérité. La silhouette ouvrit la bouche une seconde fois. Ma voix, mais altérée, légèrement plus grave, plus rauque, comme trempée dans des décennies de fatigue. Je t'ai dit que tu savais déjà. Je restais à genoux, le souffle haché. Les parois respiraient encore autour de moi. La lumière rouge coulait le long des câbles comme du sang tiède. Cette version de moi-même, ou ce que le warp en avait fait, ne souriait plus. Elle semblait épuisée, comme si chaque syllabe coûtait un effort insurmontable. Elle s'approcha d'un pas, ou plutôt, l'espace entre elle et moi diminua brusquement, comme si le temps humilié pliait pour la laisser avancer. Tu crois être dans ton premier passage? Une pause, un clignement lent, étrangement humain. Tu ne l'es pas. Mon cœur se figea. Ce n'est pas arrivé une fois, murmura-t-elle. Ce n'est pas ton premier trajet, ce n'est pas ta première tempête, ce n'est pas ta première mort. Je voulais nier, hurler, me convaincre que c'était un tour du warp, une illusion. Mais quelque chose en moi, quelque chose de profondément enfoui, reconnut la vérité, comme un souvenir que l'esprit refuse de garder réveillé. La boucle brisée, la silhouette, l'autre moi, posa sa main sur la paroi déchirée. Pas une main humaine, une main qui avait trop longtemps existé près du warp, articulation formant des angles douloureux, chair pâle, presque translucide, comme une peau tendue sur un secret. « Tu n'as jamais quitté ce poste, dit-elle. Tu crois avoir 57 ans maintenant, dans une station lointaine? C'est un cadeau, une fiction, une récompense qu'il te donne, quand tu survis assez longtemps pour la mériter. » Un frisson glacé me parcourut la colonne vertébrale. « Mais la vérité, continua-t-elle, c'est que tu meurs ici. Encore, encore, encore. Tu tiens 24 heures. Tu termines ton rapport. Tu crois t'échapper. Et le warp te reprend. » Je secouai la tête. Non, non, ce n'est pas possible. La silhouette avança encore, cette fois réellement, ses pieds effleurant le sol comme si elle flottait à quelques millimètres. Et alors, je la vis vraiment. Sa peau n'était pas seulement pâle, elle était carbonisée en certains points, brûlée par des chaleurs infernales, gelée en d'autres endroits, à moitié dissoute, puis recomposée, comme si elle avait vécu et revécu toutes les dérives de warp que je venais de subir, non pas pendant 24 heures, mais pendant des siècles. « Je suis toi », dit-elle doucement. « Je suis ce qu'il reste quand on a trop souvent traversé la tempête. Je suis ce que tu deviens chaque fois que tu échoues. » Je reculai jusqu'à heurter le panneau de contrôle. Un écran se ralluma tout seul, affichant une date, M41 331, tempête 1902, mort 87. Une autre ligne apparut, M41 331, tempête 1903, mort 88, puis M41 335, tempête 1960, mort 102. Mon souffle se coupa. Tu vois? L'autre moi effleura l'écran du bout des doigts. Tu recommences toujours, toujours. Tu reviens toujours ici, plus jeune. Tu t'assieds à ce poste. Tu te crois en sécurité. Et tu recommences. Parce que quelque chose dans ce lieu te veut. Je sentis ma vision se troubler. Ma gorge se serra douloureusement. Pourquoi? Moi, parvins-je à articuler.
La silhouette s'immobilisa. Son visage se figea dans une expression de pitié, parce que tu as regardé, un souffle, parce que tu as compris que la réalité n'était pas stable. Et le warp aime les esprits qui voient les fissures. Il aime les esprits fragiles. Il t'aime, toi. Je crus perdre connaissance. Les autres versions. La paroi blanche vivante derrière elle palpita, et d'autres silhouettes sortirent de la lumière. Toutes. Moi. Moi avec une barbe grise. Moi avec un œil manquant. Moi en uniforme déchiré. Moi squelettique. Moi jeune et terrifié. Moi vieux et résigné. Ils me regardaient tous à leur manière. Certains avec colère, certains avec compassion, certains avec folie, d'autres sans émotion. Puis là, comme une chorale d'ombre, ils parlèrent d'une seule voix. « Tu es le 113e. » Je me mis à trembler violemment. « Le 113e cycle » soufflai-je. « Le 113e qui se souvient. Le 113e que nous pouvons avertir. Le 113e qui peut-être briser la boucle. » Je levai les yeux, le cœur battant. Comment? La silhouette la plus proche, la première, la plus usée, s'agenouilla devant moi. Sa main, glacée et brûlante à la fois, se posa sur mon épaule. Quand la porte frappera encore, ne choisis ni de l'ouvrir, ni de rester. Une pause, des yeux brillants de 1000 ans d'agonie. Choisis de ne plus être ici. Je restais pétrifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle sourit. Mais ce n'était pas un sourire humain. Tu comprendras au moment venu. Le warp se referme. Brusquement, toutes les silhouettes reculèrent dans la lumière blanche. Le mur commença à se refermer comme une plaie qui cicatrise. L'autre, moi, tendit la main une dernière fois. Nous sommes toi, tu es nous. Ne laisse pas le 114e cycle commencer. Puis elle disparut. La cloison redevint métal. Le silence retomba. Puis, con, la porte derrière moi. Encore. Et cette fois, une voix parfaitement identique à la mienne, mais vivante, jeune, intacte, dit « Ouvre, tu n'as pas à avoir peur, je suis toi. » Je fermai les yeux, parce que je savais. Le choix était arrivé. Con. La porte vibrait à chaque coup, comme si quelqu'un ou quelque chose frappait directement dans mon sternum. La voix revint, claire, nette, trop familière. Ouvre, ce n'est pas comme les autres fois. Cette fois, tu peux sortir. C'était ma voix, pas imitée, pas déformée, pas tordue. Ma voix telle qu'elle était quand j'avais encore des illusions. Quand je croyais que l'empereur m'écoutait personnellement. Je fermais les yeux. Derrière mes paupières, je revis les silhouettes blanches, les copies de moi-même, consumées par des siècles de tempêtes, leurs yeux creux, leur fatigue sans fin. Ne choisis ni d'ouvrir, ni de rester. Comment choisir ce qui n'existe pas? Un quatrième coup, plus lent, cône, puis un murmure collé au métal. Tu sais que tout ce que tu as vu peut être effacé. Tu peux te réveiller ailleurs, sur ta station, à 57 ans, avec des papiers, des registres, de la routine. Tu peux croire que ce n'était qu'un mauvais souvenir de jeunesse. Je sentis une brûlure monter dans ma gorge, parce que c'était tentant. Soupirer, tourner le verrou, ouvrir, sortir dans un couloir trop lumineux, respirer l'air recyclé comme une bénédiction, entendre un officier me réprimander pour avoir paniqué, et laisser tout ça s'enfouir dans cette zone sûre du cerveau, qu'on appelle « ça s'est passé, mais ce n'était pas si grave ». Mais derrière cette tentation, il y avait autre chose. Une certitude qui venait du contact du moi ancien, du moi carbonisé. C'est leur cadeau pour te garder dans la boucle. Le warp ne donne pas, il investit, il place, il plante des graines. L'option de la lâcheté. Je regardais la poignée de la porte. Ma main se souleva malgré moi. Il aurait suffi d'un geste,
d'une seconde. Je sentis presque le couloir derrière, le sol, les néons, les silhouettes de marins occupés, le retour à la normalité fabriquée. « Ouvre !» répéta la voix, plus douce, plus proche. « Tu as déjà souffert, tu l'as gagné », je murmurai. « Et si j'ouvre, ça s'arrête ?» Un court silence. « Pour toi, oui. » La nuance me frappa comme un couteau. « Pour toi, pas pour les autres. Pas pour les 114, ni 200, ni 1000 prochaines versions. Pas pour l'inexorable duty. Seulement pour moi. » Et pour la première fois de ma vie déjà bien entamée dans cette boucle abjecte, une pensée hérétique se forma, claire, nette. Je ne suis peut-être pas la seule chose qui compte ici. Je retirai ma main de la poignée. Elle tremblait. L'option de la résignation, rester. Rester dans le poste, attendre, comme les 112 autres fois, finir écrasé par une manifestation, déchiré dans une micro-brèche de galère, carbonisé par une vague de chaleur, ou tout simplement mourir de peur, enfermé dans un cube de métal qui n'était plus tout à fait réel. « Si tu restes, » susurra la voix derrière la porte, « tu mourras encore, tu reviendras encore, tu recommenceras encore, tu le sais. Le pire, c'est que je le savais vraiment. La fatigue accumulée de toutes ces morts, même si je n'en gardais que des éclats, pesait dans mes os comme du plomb. Je sentis une envie presque physique de me laisser glisser au sol et de dire « Très bien, recommençons. Je ne peux pas faire mieux. » Mais un détail me retint. Le mot qu'avait utilisé « moi-même ». Ne laisse pas le 114e cycle commencer. Ce n'était pas un avertissement dramatique, c'était une consigne, ce qui signifiait qu'un autre type de choix existait, la troisième voie. Je me redressai lentement, mes genoux craquèrent, mon épaule brûlait toujours, là où la chose du mur m'avait touché. Je tournai le regard vers la console de navigation, la matrice de coordonnées, Warp, réel, les commandes d'urgence, les protocoles que j'avais appris par cœur à 22 ans, le protocole que tout officier connaît et qu'on ne doit jamais activer sans ordre formel, initier déconnexion consciente de l'ancrage subjectif. On te l'enseigne comme une curiosité théorique, un vestige des temps sombres avant les guélets de dernière génération, en langue simple. Cela veut dire se débrancher soi-même de la réalité de l'instant pour casser un lien psychique entre le warp et un point précis. Un point comme une personne, un officier, un junior navigation officer qui a été regardé d'un peu trop près par quelque chose au-delà du voile. Moi, la voix derrière la porte grinça, plus agressive d'un coup. Ne touche pas à ça. Ma main se posa sur la console. Les runes d'avertissement se mirent à scintiller. Rouge, orange. Une série de litanies de sécurité s'afficha, comme si le vaisseau lui-même essayait de me dissuader. L'activation de ce protocole peut entraîner dissolution subjective, fragmentation de l'ego, perte définitive de cohérence. Parfait. Tu ne sais pas ce que tu fais, dit la voix. Elle n'essayait plus de sonner comme moi. Elle sonnait irritée. Je ne sais jamais ce que je fais, répondis-je, surpris de trouver encore un reste de sarcasme au fond de ma panique. Mais je sais ce que je ne ferai plus, choisir entre ce que tu veux et ce que le Warp a prévu pour moi. Je composais les séquences. Le système demanda une validation de niveau officier senior. Je tapais le code du capitaine. Les runes hésitèrent une seconde, puis acceptèrent. Une phrase apparut. « Êtes-vous sûr de vouloir rompre le lien ?» Et je pensais aux autres moi, à leurs yeux, à leur voix. J'appuyais sur « Ibil », la coupure. Ce ne fut pas une explosion, ni un flash, ni un choc. Ce fut une absence, comme si quelqu'un arrachait soudain le décor du théâtre, les câbles, les projecteurs, les faux murs, les peintures,
pour laisser place à rien, pas le vide, une non-information. Le bruit cessa, la respiration du mur cessa, la lumière rouge cessa, le con de la porte disparut. Même les battements de mon cœur cessèrent d'atteindre mes oreilles. J'étais là, sans être là, une conscience suspendue dans une poche d'apesanteur métaphysique. Un moment, j'eus peur de n'avoir fait que me suicider d'une manière plus exotique. Puis quelque chose changea. L'autre côté de la membrane. Je perçus le vaisseau, mais de l'extérieur, comme l'ombre de moi ancien l'avait montré. L'inexorable Duty flottait dans l'impérium, une bulle dorée, lacérée de multiples micro-fissures. Chaque fissure menait vers un fragment de possibilité où des versions différentes de moi-même répétaient les mêmes gestes, les mêmes 24 heures, les mêmes erreurs, les mêmes morts. Certains ouvraient de la porte, certains restaient pétrifiés jusqu'à ce que la paroi les avale. Certains devenaient fous plus tôt, d'autres plus tard, mais tous restaient liés au même fil, comme des perles d'angoisse sur un collier infini. Je vis ensuite autre chose, non pas avec des yeux, avec autre chose. Je vis le point d'ancrage, un nœud de conscience que le warp avait planté là, dans la coque, dans la salle, dans moi. Un marquage, un nom cosmique, inscrit autour de mon existence. Celui qui regarde, pas très glorieux, mais suffisant pour attirer l'attention de ce qui rôde dans le non-espace. J'avais été sélectionné non pour ma valeur, mais pour ma fêlure. Et à présent, en rompant le protocole, je venais de saisir le fil qui me retenait à ce rôle et de le sectionner. La chute, la bulle de perception éclata. Je tombais dans mon corps comme on tombe dans un cercueil. La chaleur, la sueur, l'odeur d'ozone brûlée, tout revint d'un coup. La douleur aussi, l'épaule marquée, la gorge écorchée, les muscles tétanisés. Mais la lumière était différente. Plus de rouge organique, seulement le blanc agressif des néons d'urgence. Le mur était immobile. La paroi arrière était du métal, solide, froid, sans fissure. La porte ne vibrait plus. Je restais quelques secondes, à genoux, à écouter. Rien. Juste le ronflement lointain des générateurs plasma. Juste le vaisseau. Un simple vaisseau. Le Vox crépita soudain, me faisant sursauter. À toutes les stations, champ de Geller, stable à 99%, tempête contournée, translation, vers l'espace réel, dans 10 minutes, restez à vos postes. La voix du capitaine, fatigué, mais réel, sans déphasage, sans double. Je levai les yeux vers l'écran. Le chronomètre indiquait 0,12 à 0,17 heures après translation. 17 minutes, pas 24 heures. Pas un cycle entier d'abomination, 17 minutes. Et sur le bord de l'écran, minuscule, presque invisible, une seule ligne de texte. Cycle 113, lien rompu. Je souris. Ou quelque chose qui s'en approchait. Je ne savais pas ce que ça signifiait pour les autres versions de moi. Ni pour le vaisseau, ni pour le warp. Mais pour la première fois, une impression de désancrage se fit sentir. Comme si une main gigantesque, là dehors, retirait un marqueur posé sur mon âme. Je n'étais plus celui qui regarde. J'étais quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Auxiliaire de bar, rapport de statut, appela le capitaine. Je pris une profonde inspiration. Ma voix tremblait encore, mais elle était à moi. Poste auxiliaire, champ nominal. Aucune manifestation active. Je reste à mon poste, capitaine. Un silence bref, puis... Bien. Tenez encore un peu. Nous serons bientôt hors du warp. Je raccrochais. Et pour la première fois, je ne me demandais pas combien de fois j'avais déjà vécu ce moment. Parce que je sentais, au plus profond de moi-même, celui-ci était différent. La boucle n'était peut-être pas brisée pour l'univers,
Mais pour moi, quelque chose venait de céder. Sortir du warp n'est jamais doux, même dans les meilleures conditions, même lorsque les augures chantent, même lorsque le Geller scintille comme un soleil domestiqué. Il y a toujours ce moment, la déchirure, la seconde où le réel accepte de vous reprendre, en grognant. Mais cette fois, c'était différent. Pas un arrachement, pas un hurlement, pas un vertige de tripes retournées. Juste une respiration, brève, sèche, une transition presque polie, comme si quelque chose là-dehors avait simplement dit « Très bien, va-t'en ». Le vaisseau réapparut dans l'espace réel dans un frémissement. La lumière passa du blanc stérile au bleu doux des systèmes stabilisés. La gravité redevint régulière. Pas cette fausse gravité oscillante que la tempête tordait au hasard. Je restais figé, encore accroupi près de ma console. Le sol était froid, mais réel. La paroi était solide sous ma main. Le silence n'avait plus cette densité malsaine du warp. Je respirais, longuement, pour la première fois sans entendre d'écho autre que les miens. « Auxiliaire, rapport final », demanda le capitaine. Je déglutis. Navigation nominale, poste stabilisé, aucune manifestation, tout est normal. Ce dernier mot s'étrangla un peu dans ma gorge. Normal. Un mensonge confortable. Mais le capitaine répondit. Bien reçu. Tenez-vous prêt pour la relève. Je n'avais plus peur. Ou plutôt, plus besoin de la peur. Quelque chose dans la boucle s'était brisé. J'étais extérieur désormais, spectateur d'un cycle qui n'avait plus d'emprise sur moi. Déchargement, le silence après la tempête. La relève arriva avec des visages pâles, épuisés, et un silence religieux. Personne ne voulait poser de questions. Personne ne voulait des réponses. Je quittais la salle, mes jambes tremblaient, mes mains aussi. Mais ce n'était plus la même panique. C'était de la fatigue, simple, humaine, presque banale. Des couloirs entiers portaient les traces du chaos, câbles arrachés, pansements de métal soudés en urgence, odeurs de brûlé, et surtout, des équipes médicales, trop d'équipes médicales. Je croisais un brancard, puis un deuxième, puis un troisième, chacun couvert d'un drap blanc. Le warp ne tue pas toujours. Parfois, il altère. Ceux-là avaient été tués proprement. Je continuais mon chemin, incapable de soutenir plus longtemps les murmures et les regards. 2 mois plus tard, station Sigma d'Aurelia, je venais d'être transféré. Surmenage, disait le rapport. Instabilité émotionnelle mineure. Besoin de repos prolongé. Personne n'avait parlé de possiblement brisé par un nœud warp multidimensionnel vieux de plusieurs cycles de soi-même. C'est fou ce que les médecins préfèrent écrire plutôt que la vérité. La station était calme, administrative, plate, presque morte. Exactement ce que je voulais. J'étais en train de trier des registres de cargaison, répétitifs et sans danger, quand ça arriva. Un tap, juste ça, un bruit métallique, un son minuscule. Je me figeais, le sang glacé. Un second tap, je tournais lentement la tête. Une conduite hydraulique vibrait légèrement, sous la pression interne. Un phénomène banal, mécanique, totalement normal. Je soufflais, je souris même. Juste une canalisation, pas un message, pas un code. Pas eux. Mais quand je me remis au travail, un frisson remonta lentement ma colonne vertébrale, parce qu'au-dessus des registres, sur l'écran de service, une ligne que je n'avais pas ouverte s'affichait en caractères discrets. Cycle 114, non assigné. Je restais immobile longtemps. Puis je murmurais « Je ne reviendrai pas ». Le texte disparut, années plus tard. L'homme qui tremble devant les ombres. J'ai aujourd'hui 57 ans. Je n'ai jamais repris le vide.
Je n'ai jamais revu un vaisseau de classe lunaire. Je n'ai jamais senti l'amertume d'un gel de translation dans mes os. Mais parfois, au cœur d'une nuit sans lune, quand le générateur de la station a ce soubresaut étrange que tous les modèles de cette série ont, j'entends un tap, un, puis un autre. Et ce n'est pas le bruit qui me fait peur, c'est ce qui manque. Plus de chaleur impossible, plus de froid transperçant, plus de voix qui imite, plus d'ombre à trop de membres. C'est comme si quelque chose attendait, comme si la boucle brisée m'avait laissé un vide derrière moi, et que le warp n'aime pas le vide. L'épilogue, qui ressemble à une confession, je finis par comprendre ceci. Je ne suis pas un héros, je ne suis pas un survivant au sens noble, je ne suis qu'un homme fatigué qui a tiré un fil interdit et qui a arraché une couture plus grande que lui. J'ai quitté la boucle, mais la boucle n'a pas quitté le monde. Je sens qu'un jour, peut-être dans un siècle, peut-être demain, un officier quelque part, dans une salle identique à celle que j'ai connue, se retrouvera face à la même porte, la même voix, la même tentation. Et peut-être que ce sera un autre moi, ou un moi qui n'est jamais devenu moi, ou quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi, mais qui portera l'écho de ce que j'ai vécu. Parce que dans le warp, rien ne disparaît vraiment. Tout laisse une trace, même un homme banal qui a vécu trop de fois la même journée. Les derniers mots que je n'ai jamais dits à haute voix. Si un jour tu serres sur un navire qui traverse une tempête warp, si tu entends des voix dans les murs, si quelque chose frappe à ta porte, si la réalité commence à hésiter, souviens-toi de ceci. Ne choisis pas entre ouvrir et rester. Cherche la troisième voie, celle que les manuels ne mentionnent pas, celle que les entités ne comprennent pas. Et surtout, ne laisse personne te dire que tu n'as pas de choix. Dans le warp, un choix impossible en cache toujours un autre. Même si le prix est de devenir quelqu'un qui regarde les ombres trop longtemps. Même si la ligne, cycle 114, non assignée, réapparaît un jour sur ton écran. Fin.